Bonjour et bienvenue sur Tech au Québec. Sujet du jour, les différents types de recrutement dans la tech au Canada. Alors, si vous travaillez ou si vous voulez travailler dans la tech au Canada, voici les différents types de recrutement face auxquels vous allez faire face. Déjà, dans la tech, ceux qui y sont déjà le savent, il y a les boîtes de consulting. Elles sont très nombreuses. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle les clients finaux. Pourquoi j'appelle ça les clients finaux? Je viens de la com et en com, les employeurs, ça va être, vous allez travailler soit en agence, soit chez un client. Et dans la tech, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir les boîtes de consulting et les clients de l'autre côté. Et dire client final, ça permet de faire la différence, de savoir que vous êtes chez un client sans passer par un intermédiaire. Parce que souvent, dans la tech, vous allez avoir les boîtes de consulting qui vont servir d'intermédiaire. Dans mon historique, je suis toujours passé par des boîtes de consulting. Donc, j'ai toujours été recruté par des boîtes de consulting. En France, c'est un peu logique parce que en France, il y a ce qu'on appelle le CDI, le contrat à durée indéterminée. Ce qui fait que les clients finaux ne vont pas spécialement embaucher des gens directement en CDI parce que les projets sont ponctuels généralement. Donc, quand une entreprise a un projet, son projet c'est pour 1 an, 2 ans. Donc, elle va pas embaucher quelqu'un en CDI pour un projet qui va durer 2 ans. Non. Donc, elle va passer par une boîte de consulting qui, elle, va peut-être embaucher cette personne-là en CDI parce qu'elle sait que même si ce consultant-là passe 1 ou 2 ans sur une mission, une fois que cette mission-là ou ce projet-là est terminé, on essaie de le replacer ailleurs. Or, l'entreprise, le client final, n'a pas forcément cette vision d'avenir. Elle, dans le principe, elle voit qu'elle va embaucher quelqu'un pour une durée indéterminée alors qu'elle n'a qu'un projet sur 2 ans et elle ne sait pas ce qu'elle va faire de lui après. Parfois, pourtant, il y a du besoin, mais à l'instant T, elle ne sait pas ce qu'elle va faire de la personne après. Après, ce qui est aussi possible, c'est que au bout de 2 ans, l'entreprise décide que en fait, on va le faire passer en interne. Et je pense qu'au bout d'un moment, la loi, c'était on ne pouvait pas être consultant plus de 3 ans dans une entreprise, chez un client final. Parce que ça devenait un peu du salariat déguisé. Je ne sais pas quel terme exact on peut utiliser pour ça. Donc, si tu passes plus de 3 ans chez un client final, normalement, tu dois te faire embaucher en interne. C'est un peu comme ça que ça se passe. Bon, pourquoi je parle du cas de la France? Je parle du cas de la France parce que ici au Canada, c'est un peu différent. Il y a ce qu'on appelle le contrat permanent. Donc, on vous embauche, un peu comme avec le CDI, il n'y a pas de date de fin. Aujourd'hui, on t'embauche, mais on ne sait pas quand ça se termine. Mais la différence avec le CDI, c'est que le CDI est vraiment beaucoup plus légiféré que le contrat permanent. Pourquoi? Parce que ici au Canada, tu peux être encore en contrat permanent avec un employeur, mais en un claquement de doigts, ton contrat prend fin. Ce n'est pas une assurance en fait. Ton contrat prend fin. Ou avec le CDI, il faut un motif. Il faut un motif grave pour te licencier, tout ça. Il faut qu'il y ait faute faut qu'il y ait faute. Alors qu'ici, faute ou pas faute, non. L'employeur a juste besoin de dire que j'ai plus besoin de toi ou voilà quoi, je veux passer à autre chose. Poum, ton truc disparaît. Donc si vous êtes à l'étranger et que vous avez l'idée du CDI en tête, oubliez. Ça c'est un truc. Il n'y a pas ce genre de sécurité ici. Non, ici c'est vraiment c'est le Far West. C'est vraiment le Far West. Donc vraiment faire attention à ça. Pourquoi je faisais encore la comparaison avec la France? C'est-à-dire que je disais à la France parce qu'en France, comme le CDI existe, les boîtes de consulting, c'est normal qu'elles existent aussi. Mais ici, au Canada, vu que le contrat permanent est quand même beaucoup plus précaire, les boîtes de consulting, normalement, devraient avoir moins d'intérêt à exister. Parce que même si ton client final t'embauche sous un contrat permanent, le jour où il décide qu'il n'a plus besoin de toi, c'est fini pour toi, quoi. Tu vois, c'est fini pour toi. Donc, en gros, ils n'ont pas spécialement besoin de passer par les boîtes de consulting. Mais les boîtes de consulting existent toujours.
Je pense que bon, c'est aussi une question de masse salariale. Je pense que ça permet aux clients finaux de ne pas avoir une grosse masse salariale. Donc, les boîtes de consulting sont là. Quand ils ont besoin de main-d'œuvre, ils vont prendre les boîtes de consulting. Quand ils n'ont plus besoin, bon, ils coupent et puis voilà, basta. On passe à autre chose. Bref, c'est un peu long, c'est un peu plus compliqué. Je pense que ça mériterait peut-être d'avoir toute une autre vidéo. Et je sais pas si je suis le plus apte à la faire, celle-là. On a parlé du contrat permanent. Il y a aussi le contrat freelance. Et moi, je trouve que c'est vraiment une mentalité différente au Canada parce que le contrat freelance ici, il est vraiment beaucoup plus accessible. Ici, pour être freelance, il suffit d'avoir un nom et un prénom. Là où en France, ou dans d'autres pays, on va te dire, ouais, il faut créer ton entreprise, il faut te faire enregistrer, il faut avoir ton numéro de SIRET, ton SIREN. Non, ici au Canada, si tu as un nom, tu as un prénom, boum, tu peux être freelance, tu peux envoyer des factures à un client. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'offres, on va vous proposer, est-ce que tu veux être permanent ou est-ce que tu veux être freelance? Voilà. Maintenant, la question, c'est de savoir si être permanent ne t'assure pas une stabilité de l'emploi sur le long terme, quelle est la différence entre être permanent et être freelance? Alors, c'est simple. Quand tu vas être permanent, tu vas bénéficier des avantages de l'entreprise en tant que salarié. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va payer tes charges sociales, quelqu'un qui va payer tes impôts, puisqu'ici, les impôts se font à la source. Tu vas avoir une assurance maladie. Tu vas avoir quelqu'un qui va payer, tu vas avoir quelqu'un, tes congés seront payés. Tu as peut-être d'autres avantages, genre des plans d'épargne, des ceci, des cela. Quand tu es freelance, tu n'as pas tout ça. Ton client va juste te donner l'argent pour ta prestation. Avec cet argent que tu vas payer tes impôts, tu vas payer tes charges patronales parce que tu es ton propre patron, mais aussi tes charges salariales parce que tu te verses un salaire. Tu vois, c'est à toi de payer ton assurance privée pour te couvrir. Quoi d'autre? Tu dois prendre en compte que tu n'as pas de congé payé. Donc, quand tu factures ta prestation, tu dois prendre ça en compte. Pareil pour les jours de maladie et aussi les périodes de transition où tu vas devoir trouver un autre emploi. Donc, tu dois prendre ça en compte que aujourd'hui, je suis sur cette mission. Demain, il va falloir que je trouve une autre mission. L'argent, le manque à gagner entre les deux périodes où tu cherches, il va falloir que tu inclues ça aussi dans ta facturation. C'est pour ça qu'on dit généralement que si tu veux être freelance, il faut que ta rémunération soit 2 fois supérieure à ce que tu touches quand tu es salarié. Donc, par exemple, si tu gagnes 40 $ de l'heure quand tu es salarié, tu dois peut-être facturer 70, 80 $ de l'heure quand tu es freelance. Et c'est souvent compliqué de passer de salarié à freelance parce que justement, quand tu es salarié, tu ne vois pas forcément ce qui justifie pourquoi tu dois facturer 80 $. Mais ça te permet de comprendre aussi que quand tu es, par exemple, dans une boîte de consulting, tu vois l'argent que ton employeur qui est à la boîte de consulting se fait sur ton dos. Parce que c'est ça, être en boîte de consulting, il y a un intermédiaire qui est ton employeur. Au lieu que ce soit toi qui facture au client, c'est ton employeur qui est la boîte de consulting qui va facturer au client. Et quand elle facture, elle prend sa part. Donc, elle prend sa part qui permet de payer son travail. Et ensuite, c'est elle qui paie ton salaire, c'est elle qui paie tes charges, un peu bref, comme avec le client final. Tes congés payés, ton assurance, tout ça, tout ça. Il y a aussi le statut d'incorporé. L'incorporé, c'est entre freelance et contrat permanent. Donc, tu as un peu un statut de freelance, mais comme tu es incorporé, c'est l'entreprise via laquelle tu es incorporé qui va par exemple payer tes impôts, tes charges salariales. Ça dépend. Ça dépend vraiment de ce que la boîte d'incorporation te propose. Par exemple, j'ai déjà eu une proposition où on me demandait si je voulais être en freelance ou si je voulais être incorporé. La différence entre les deux, c'est qu'il me disait, si tu es freelance, tu t'occupes de ta comptabilité. Si tu es incorporé, on s'occupe de ta comptabilité. Mais on t'offre pas de congés payés, on t'offre pas d'assurance, tout ça. Tout ça, c'est à ta charge. Mais parce qu'on fait ta comptabilité, on prend 5 $ de l'heure. Quoi? Et moi, je leur dis en fait, donc parce que tu fais ma comptabilité, tu prends 5 $ de l'heure. Ça va pas. Désolé, mais je préfère même prendre quelqu'un qui va faire ma compta à la fin de l'année.
et je lui donne ces 500 $, ça me revient toujours moins cher que de vous payer 5 $ de l'heure parce que vous m'incorporez. Bah oui. Ensuite, c'est aussi être ça la différence entre être permanent et être freelance. Quand vous êtes freelance, il faut être très carré. Il ne faut pas avoir peur de l'argent. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Parce que c'est aussi ça le problème de certaines personnes. Quand tu leur donnes 100 $, pour eux, ils pensent que les 100 $, c'est tout dans leur poche. Que c'est bon, ils peuvent dépenser les 100 $, c'est la fête. Alors que non. Bah, sur les 100 $, tu dois être capable de te dire que bah, sur les 100 $, tu dois mettre 50 $ de côté pour pouvoir payer tes impôts, pour pouvoir payer tes charges sociales, tes charges patronales, ton assurance, tout ce qui est lié à la gestion de ton entreprise. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, forcément, le statut de freelance ne va pas être fait pour vous. Mais si vous êtes capable de faire ça, bah, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de passer freelance. Ensuite, est-ce qu'il vaut mieux travailler pour le client final ou est-ce qu'il vaut mieux travailler pour la boîte de consulting? Ça dépend de vous et ça dépend de ce qu'on vous propose. Si vous travaillez pour le client final, l'avantage, c'est que vous allez peut-être avoir une meilleure rémunération. Pourquoi vous allez avoir une meilleure rémunération? Parce que dans le versement de votre rémunération, il n'y aura pas d'intermédiaire. L'intermédiaire ici qui va être la boîte de consulting. La boîte de consulting, elle prend l'argent du client, elle vous reverse, elle prend sa part. Donc, ça peut être un avantage à travailler chez le client final. Ensuite, le client final, vous allez pouvoir profiter de tous ces avantages. Congé payé, ça, mais aussi tout ce qui est plan social. Ce qui est souvent compliqué quand tu es en boîte de consulting. Parce que, certes, la boîte de consulting va avoir, c'est une entreprise aussi, elle va avoir ses avantages, son plan social. Mais quand tu es placé chez le client final, tu es en externe. Et parfois, quand tu vois les avantages dont bénéficient les internes et que toi, tu es externe, tu te dis, ah ouais, bah moi je profite quand même aussi au projet, ça aurait été sympa de pouvoir en bénéficier, tu vois. Donc tu te sens vraiment, tu peux parfois te sentir être mis à l'écart si bah, l'entreprise dans laquelle tu travailles a de meilleurs avantages que l'entreprise dans laquelle, pour laquelle tu es employé, dans la boîte de consulting. Il va y avoir l'aspect social. Quand vous êtes chez un client, vous savez vraiment que vous êtes employé à part entière. C'est plus facile de se sociabiliser. Il y a un meilleur sentiment d'appartenance. Tu te dis pas, non, mais dans 6 mois, je suis parti. Dans 1 an, je suis parti. Non, tu sais que là, non. Ce sont tes collègues, tes vrais collègues. C'est pas juste des gens avec qui tu travailles. Ce sont tes vrais collègues avec qui tu peux créer un lien. Alors que quand tu es en boîte de consulting, bah, comme tu es là, tu es un externe. La philosophie peut ne pas être la même. Après, attention, j'ai été externe dans des entreprises où voilà, on allait faire du sport ensemble avec des internes. Faut manger quand même ensemble à midi. Quand l'entreprise organise des événements, des after-work, tu as le droit de participer. Ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible. Mais il peut toujours avoir un petit truc qui te rappelle que tu n'es pas avec nous, mets-toi sur le côté, tu vois. Maintenant, la boîte de consulting. Le problème, c'est que souvent, les clients finaux vont passer par les boîtes de consulting pour avoir des profils, pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, parfois, on ne va pas avoir le choix que de travailler pour la boîte de consulting. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas, ils sont très présents sur le marché. C'est plus simple de travailler dans une boîte de consulting que de travailler chez un client final, de mon expérience personnelle. Mais par contre, quand tu es dans ta boîte de consulting, le jour où ton mandat se termine, comme je dis, on ne dit pas mission ici, on dit mandat, la boîte de consulting, elle se charge de te replacer ailleurs. Mais par contre, si elle ne réussit pas à te placer ailleurs, elle va couper ton contrat. Ça aussi, c'est pas terrible. D'ailleurs, je reviens sur ce point. Dans les boîtes de consulting, pour ceux qui ne savent pas, vous allez avoir 2 types de recrutement. Vous allez avoir recrutement sur profil et recrutement sur mandat. Quelle est la différence entre recrutement sur profil et recrutement sur mandat? Quand vous êtes recruté sur profil, la boîte de consulting regarde, elle vous dit, bon, toi, ton profil me plaît. On n'a pas de mission pour toi actuellement, mais ton profil me plaît. Et je sais que à tout moment, parce que ton profil est intéressant, on peut toujours te placer chez un client sur un mandat. Et c'est ce qui arrive souvent à la plupart des gens qui sont embauchés en permis de travail fermé depuis l'étranger, par exemple. On vous embauche sur profil. Mais parce que le permis de travail, ça peut prendre 6 mois, 1 an pour qu'il sorte. On ne sait pas où on va vous placer, donc on vous prend sur profil parce que vous êtes un profil intéressant. Mais ça fonctionne
quand il y a du travail. Parce que quand c'est la crise, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, c'est plus compliqué. C'est pour ça que vous vous retrouvez avec des employeurs, avant même que vous ayez commencé, alors qu'ils étaient motivés pour faire un permis de travail, fermés, vous disent, finalement, ton profil en ce moment, il n'est pas très recherché, on ne peut pas continuer avec toi. Donc, le profil en ce moment, parce que c'est la crise, il n'est plus très courant. Le plus courant, c'est l'embauche sur mandat. C'est-à-dire que tu vas avoir un client final qui fait son appel d'offres, ta boîte de consulting, elle répond à cet appel d'offres ou elle reçoit l'annonce et elle, de son côté, elle cherche des profils qui peuvent correspondre. Elle cherche, elle cherche, elle cherche. Et là, du coup, pour ces types de profils-là, généralement, il faut être en permis de travail ouvert, il faut être résident permanent, il faut être citoyen parce que c'est des embauches qui se font dans l'immédiat, dans les 2 semaines ou dans le mois qui suit. Donc, il faut être très réactif là-dessus. Donc, en ce moment, c'est vraiment des emplois sur mandat qui se font. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un profil mis à jour sur LinkedIn parce que dès que les boîtes de consulting reçoivent des annonces de mandat, boum, ils vont sur LinkedIn, ils recherchent des profils, ils essaient de voir qui correspond à quoi, qui peut faire quoi, patati patata. Ils vous envoient des emails. Les emails que vous recevez sur LinkedIn là, c'est ça en fait. Si vous ne le savez pas, c'est ça. Et ensuite derrière, ils vous appellent. Ils disent oui, ou vous répondez, ils vous envoient un email, vous répondez, vous dites moi je suis intéressé, appelez-moi à tel numéro. Donc ils vous appellent, vous disent alors on a reçu cette offre là, patati patata. Et c'est souvent la guerre parce que moi ça m'est arrivé de recevoir 3 appels dans la même journée pour le même mandat. 3 appels dans la même journée pour le même mandat. Et donc ce qui se passe c'est que comme les 3 ne peuvent pas présenter ton CV, premier arrivé, premier servi. Donc, le premier qui arrive va te dire, alors, moi, j'ai ce mandat, est-ce que ça t'intéresse? Tu dis oui. Avec lui, tu as signé une espèce de contrat de représentation. C'est-à-dire que tu t'engages avec lui à ce qu'il soit ton représentant auprès du client final. Comme ça, il sait qu'il est le seul à présenter ton CV, personne d'autre ne peut présenter. Le contrat de représentation va prendre en compte aussi le salaire que tu as négocié avec lui, les horaires que tu as négociés avec lui. Et si c'est pour un contrat permanent, les autres avantages, ton nombre de congés payés, assurance maladie, bref, ce genre de choses. Quand les 2 autres t'appellent, tu leur dis « Ah oui, mais sauf qu'il y a déjà X qui m'a parlé de ce contrat-là et j'ai déjà signé mon contrat de représentation avec lui, donc désolé, je peux pas aller plus loin avec vous. » quoi. Et ça, c'est des choses qui arrivent plusieurs fois parce que boum, il n'y a rien. Puis, boum, dès qu'il y a un truc qui correspond à ton profil, les gars, ils viennent te dire, voici ça, est-ce que voilà, ça t'intéresse ou pas? Donc, il faut vraiment être très, 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 très réactif. Surtout en ce moment. Très, très, très réactif. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les manières d'être recruté, de travailler, sur les différentes philosophies. Mais pour résumer, au Canada, vous allez avoir contrat permanent, freelance, incorporation, vous allez travailler soit chez le client final ou dans une boîte de consulting. Et ensuite, c'est vraiment très facile d'être freelance. Je pense que pour moi, c'est le gros avantage du Canada ou de l'Amérique du Nord en général. C'est très facile d'être freelance. Et je pense que c'est pas un statut dont on doit avoir peur. Vraiment. Parce que ici, c'est vraiment le Far West. Quand il y a de l'argent à prendre, il faut prendre ton argent. Il faut pas chercher la sécurité. Enfin, il faut chercher la sécurité un minimum, mais il faut pas se dire que oui, tel truc m'apporte plus de sécurité sur l'instant. Non, tu verras que franchement, il y a très peu de sécurité ici. Donc, comme il y a peu de sécurité, tu dois vraiment faire en sorte d'aller prendre le maximum d'argent le plus rapidement possible. Et pour moi, c'est vraiment ça la vraie différence avec, par exemple, l'Europe. Pour moi, je trouve que quand tu es salarié, en termes de rémunération, il n'y a pas beaucoup de différence. En tout cas, au début, il n'y a pas beaucoup de différence avec la France, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un salaire en France et un salaire au Canada. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile d'augmenter son salaire ici, au Canada. C'est vraiment plus facile d'augmenter son salaire ici. Mais si tu veux vraiment faire la différence et te créer un véritable gap, il faut que tu ailles en freelance. Et quand tu passes freelance là, ouais, tu vois la vraie différence. Je pense que tu vois vraiment la vraie différence. Et je pense que c'est pas un statut dont tu dois avoir peur quand tu viens au Canada parce que le statut de permanent ne t'assure vraiment pas plus de sécurité. Vraiment pas plus de sécurité.
C'est mon point de vue là-dessus. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On peut échanger, on peut voir les différents points de vue. Sur ce, ouais, je pense que on peut en parler beaucoup là-dessus. On peut en parler beaucoup là-dessus, mais on va s'arrêter. La vidéo est déjà quand même assez longue. Comme d'habitude, si, comme je dis, si la vidéo, ça vous intéresse qu'on en parle un peu plus, bah, laissez un commentaire. Toujours avec de la courtoisie. Bonjour, merci, s'il te plaît, patati patata. Je répondrai. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. J'espère que la vidéo vous sera utile et on se dit à la prochaine. Peace.